Avant de démarrer cet épisode, un mot sur le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, Comptable.com. Leur objectif est à la fois très simple et très ambitieux. Bouleverser les codes de recrutement dans la profession comptable. Pour ça, leur idée est de mettre en relation les cabinets d'expertise comptable et les entreprises avec les candidats, sans passer par la case cabinet de recrutement, ni par les traditionnels job boards. Donc là, pas d'annonce d'emploi, pas de CV Tech, mais des profils de candidats déjà sélectionnés et déjà interviewés par les équipes de Comptable.com que les recruteurs peuvent contacter directement. Pour le dire autrement, Comptable.com se positionne comme le LinkedIn de la profession comptable. Et ça fonctionne, puisqu'à ce jour, le site affiche déjà plus de 2000 profils de candidats. Donc que vous soyez recruteur ou candidat, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et à nous dire ce que vous en avez pensé. Toutes les infos sont sur la page du podcast. Bienvenue dans Deux Premiers Ordres, un podcast réalisé par Compta Online qui donne la parole à ceux qui ont fait l'histoire de la profession comptable. Qu'il s'agisse de représentants bien connus de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, ou de personnes plus discrètes qui ont dédié leur carrière dans l'ombre au rayonnement de la profession, nos invités partagent un point commun. Ils ont une histoire à raconter. Loi Pacte, évolution de la place des femmes, crise financière de 2008, réforme des diplômes, les sujets ne manquent pas. Et vous le verrez, évoquer l'histoire de la profession, c'est en tirer des leçons et apporter un éclairage nouveau aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick de Cambourg, qui a été notamment président de Mazars, président du Collège de l'Autorité des normes comptables, l'ANC, et qui depuis novembre 2022 est président du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, en charge des questions de durabilité et de reporting de durabilité au niveau européen. C'est précisément là-dessus qu'on aura le plaisir d'échanger aujourd'hui. Bonjour Patrick de Cambourg. Bonjour. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir dans ce podcast. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans Deux Premiers Ordres. J'aurais voulu qu'on parle de différents sujets, et évidemment de vos responsabilités actuelles, mais qu'on revienne d'abord peut-être sur différentes étapes qui vous ont mené au poste que vous occupez à l'heure actuelle. Et ma première question, c'était suite à vos responsabilités à l'autorité des normes comptables. Comment est-ce qu'on passe d'un univers sur la norme comptable financière à aujourd'hui des responsabilités qui sont sur l'extra-financier? Comment s'est fait ce passage-là? C'est une évolution assez naturelle parce que d'abord, avant d'être à l'ANC, il y a une vie antérieure qui, bien sûr, était centrée sur la transparence financière, mais où il était clair que l'entreprise a des objectifs de transparence qui vont bien au-delà de l'information financière. Et puis, de façon plus pratique, lorsque j'ai rejoint l'ANC en 2015, donc à l'issue d'un long parcours chez Mazars, je n'ai pu que constater qu'au-delà d'une vie parfois en silo, les normalisateurs ont tendance à être des super spécialistes de leur domaine. Donc si on lève un peu la tête, on voyait l'émergence de ce que j'ai appelé la deuxième jambe de l'information normée de l'entreprise. Cette deuxième jambe tournait autour, on l'appelait à l'époque extra-financier. C'est un terme que j'aime pas, parce que je trouve que définir quelque chose parce que cela n'est pas positif. Il vaut mieux définir quelque chose par l'objectif que cette, par exemple, information poursuit. Donc je voyais ça émerger. Donc je l'ai signalé à plusieurs reprises au ministre de l'économie et des finances, à qui je disais l'information extra-financière, à l'époque, aujourd'hui information de durabilité, est en train de devenir un sujet important. Et vous savez comment sont les ministres, ils prennent l'idée, ils écoutent la première fois, bon, oui, là. Et un jour, il m'a dit, écoute, voilà, bon, tu as l'air d'être convaincu qu'il se passe quelque chose, fais-moi une analyse, un état des lieux, et fais-moi des recommandations. C'était fin 2018, début 2019. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai produit un rapport. Alors, avec le calme des vieilles troupes, on sait que les rapports de ce type ont souvent un sort qui n'est pas très enviable. Il passe du bureau dans le tiroir du haut, puis descend tiroir par tiroir, et il finit, parce qu'il faut quand même récupérer le papier, dans la déchiqueteuse à papier. Et à ma surprise, elle était double. Pendant j'ai rencontré 250 personnes à l'époque.
Et pendant cette phase-là, passionnante, j'ai constaté que il ne s'agissait pas seulement d'une dynamique portée par des universitaires brillants ou des associations engagées, mais qu'il y avait une véritable dynamique de fond, notamment dans le monde de l'investissement, et que ça devenait quasiment incontournable. Donc, que l'offre possible allait correspondre à une vraie demande. Moi, je pensais qu'on était du côté de l'offre, parce que 20 ans plus tôt, on avait fait des livres sur ces questions-là, sur par exemple l'immatériel, pour essayer de résoudre le paradoxe qui résulte du fait que les valeurs comptables, les fonds propres comptables sont totalement inférieurs, sont très inférieurs aux valeurs des entreprises dans la plupart des cas. Donc, d'où vient la différence ? Et donc, on s'était intéressé à ces questions-là et j'avais eu l'impression de prêcher un peu dans le désert. Donc, j'avais dit, on est dans l'offre, mais l'offre ne trouve pas aujourd'hui sa contrepartie dans la demande. Et donc, j'ai été frappé de voir qu'il y avait une véritable attente et une véritable demande. Ça, c'était ma première surprise. Et ma deuxième surprise, c'est que l'étude venait totalement à propos par rapport à des objectifs de politique générale. La France a souvent été engagée sur ces questions-là, mais j'avais, en raison de mes responsabilités, j'avais des contacts déjà avec la Commission européenne, et donc j'avais testé un peu, je les avais interrogés. Et quand j'ai eu fini mon rapport, je suis allé les voir et je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez ? Et la personne, le directeur général de l'époque m'a dit mais c'est pas de sujet. On est congruent avec tes recommandations et d'ailleurs on va l'inclure dans la prochaine mandature puisqu'on était en 2019. Il allait proposer au nouveau collège des commissaires d'introduire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai présidé la task force à partir de 2020 que l'EFRAG a constituée à la demande de l'Union, de la Commission européenne. Première phase, deuxième phase, première phase, travail préparatoire, deuxième phase, élaborer un premier jeu de standards. Et puis, assez naturellement, j'ai fait savoir que j'étais disponible si c'était souhaité pour assumer la présidence du Conseil de normalisation des normes de durabilité. Parcours un peu compliqué puisque c'est une décision de la Commission qui doit être avalisée par l'EFRAG ensuite, mais c'est la Commission qui prend l'initiative. Mais la Commission consulte le Parlement et consulte le Conseil. Donc voilà, et donc depuis 2019, j'ai investi effectivement assez lourdement dans ce que je crois assez important. Donc il y a une petite touche finale. Je suis un vétéran, donc j'ai trouvé que c'était une touche finale à une évolution professionnelle que d'essayer de contribuer à l'émergence d'une deuxième jambe de l'information normée, les états de durabilité qui complètent l'information financière, puisque l'information de durabilité commence là où l'information financière s'arrête et aborde des sujets qui ne sont pas couverts par l'information financière. C'est plus prospectif, c'est aussi sur les impacts, les risques et les opportunités. Ça inclut aussi la chaîne de valeur. Donc, on a une vision plus large de l'entreprise. Et donc, le partisan farouche d'une transparence de qualité que je suis a trouvé un terrain pour exprimer cela, qui était la durabilité. Et donc, j'ai mis ma modeste expérience au service de cette évolution que je crois très intéressante pour les entreprises européennes, les investisseurs européens, pour la société européenne. Et en fait, c'est même à mes yeux, alors ça c'est un choix personnel, mais c'est même à mes yeux un instrument de démocratie
quand je vois aujourd'hui les tentations, parfois un peu extrêmes, je me dis qu'il est important, le choix politique de chacun est évidemment en démocratie totalement libre, mais en revanche, il faut donner des bases. Et après, chacun décide de les prendre en considération et de prendre les options, les orientations politiques qu'il pense ou elle pense les meilleures. Mais sur une base fiable et fondée sur la transparence. Il n'y a pas de démocratie sans transparence. Vous disiez à un moment, quand on lève la tête, on voit qu'il y a autre chose que la première jambe, en fait, que le financier. Et comment est-ce qu'on lève la tête à ce moment-là? C'est des lectures, c'est des rencontres. Comment est-ce que ça s'est éveillé dans votre esprit, dans votre réflexion? Nous, on a tous des parcours, toute personne a un parcours original. J'étais un comptable et expert comptable un peu par accident, parce que mes études étaient plutôt tournées vers les sciences politiques, la géopolitique donc, et le droit. Donc, et en revanche, j'ai trouvé, si vous voulez, à l'issue de ce parcours universitaire, j'avais le sentiment de ne pas bien comprendre l'entreprise. Donc, pour comprendre l'entreprise, à ce moment-là, j'ai décidé de suivre le cursus de l'expertise comptable en me disant, quand on regarde c'est comme le mécanicien, hein, à un moment donné, il faut démonter le moteur. Et donc, c'est la même chose en matière d'entreprise. C'est intéressant d'aller regarder le moteur. Et dans le fond, ce que je croyais être une formation complémentaire est en fait devenu une vocation. Mais je n'ai pas perdu l'idée, le goût, l'idée d'avoir une vision d'ensemble et le goût de placer cela dans un environnement géopolitique. Et mon évolution chez Mazars avec mes collègues, mes amis associés, à partir d'une toute petite cellule au départ, fondée par une personne de grande qualité, Robert Mazars, mais qui restait quand même petite, puisque quand Robert Mazars nous a passé le flambeau, et en particulier me l'a passé, nous étions 50. Mais nous nous sommes dit, y a-t-il une voie, VOX, y a-t-il une voie possible, VOIE aussi, pour des acteurs, à l'époque, européens. J'ai toujours été très engagé sur l'Europe, parce que autant je suis attaché à mon pays, mais aussi à ma région d'ailleurs, la Bretagne, mais autant je suis attaché viscéralement, autant je considère que dans le monde de demain, pour garder son autonomie de direction et sa culture et son mode de vie, il faut que nous raisonnions au niveau à une échelle qui soit pertinente. L'échelle française est certes une échelle pertinente, mais quand on regarde les grands super-pouvoirs, superpuissances, il faut regrouper nos forces avec celles de nos voisins et amis. Nous avons heureusement passé l'époque catastrophique des conflits entre nous. Et donc, aujourd'hui, il faut construire l'Europe sans renier nos origines nationales. C'est d'ailleurs ce qui a fondé le développement de Mazars, un partnership unique qui ne renie pas le passeport originel de chacun, professionnel français, allemand, chinois, etc., mais qui crée ce que j'appelle le deuxième passeport, ce que j'appelais le deuxième passeport, c'est-à-dire le passeport Mazars, qui est la couche complémentaire de communauté de pensée. J'avais une autre question, peut-être sur un autre point peut-être de personnalité, je ne sais pas, mais quand on travaille sur un sujet comme le vôtre, quand on démarre, vous aviez certes fait un rapport, mais il y avait tout à créer, tout à inventer. Comment est-ce qu'on amorce quelque chose d'aussi large, d'aussi ambitieux, qui va toucher autant de personnes et qui est aussi nouveau, en fait, dans l'esprit des gens? Vous savez, le chemin de l'innovation est un chemin complexe. J'ai vécu ça dans ma vie antérieure de senior partner ou d'associé d'une organisation que personne n'attendait.
C'est-à-dire que je peux vous dire que dans les années 80, si on avait décrit quel était l'objectif que nous nous fixions pour Mazars, nous étions déjà confrontés à des sourires ironiques. Donc il y a une règle, se fixer un objectif et faire un pas chaque jour. Et avec la flexibilité qui permet à la fois de s'adapter au terrain et aussi de saisir les opportunités. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme, je ne pas du tout, j'ai beau être officier de réserve de l'armée de l'air, je ne pilotais pas, mais je pense que une bonne image, c'est savoir prendre les courants comme dans le vol à voile. Hein. C'est-à-dire savoir, ou le marin, hein, qui sait travailler avec le terrain, mais travailler avec le terrain sans destination, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Peut-être qu'il y a des gens que ça satisfait, mais je pense qu'il est important de fixer des objectifs. Et par ailleurs, notamment au regard de la formation que j'évoquais tout à l'heure, la dimension d'intérêt général m'est toujours apparue comme importante. C'est-à-dire que si on veut que les générations qui y suivent aient, dans le fond, des éléments pour construire un avenir, entre guillemets, marqué par une forme de bien-être et de bonheur, il faut leur donner la capacité de décider. Je ne sais pas que je sois rebelle, mais je suis très jaloux de ma liberté. Mais en revanche, selon le bon principe, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est là que le dialogue est fondamental. Et je ne sors jamais déçu d'un dialogue avec quelqu'un. Je suis parfois en opposition, parfois un peu frustré parce qu'on n'a pas réussi à convaincre, mais souvent ayant pris beaucoup, ayant reçu beaucoup par le dialogue, même dans l'opposition. Là, j'imagine que c'est particulièrement précieux dans cette phase de construction, sur des sujets où vous devez parler des personnes qui ont des intérêts totalement divergents a priori, je suppose. Il y a un gros travail de persuasion, non, dans ce que vous êtes en train de construire. Parce que ça change des habitudes, des modèles de pensée même, en fait. Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est normal. Toute innovation se heurte au conservatisme. Maintenant, il faut que l'innovation, si vous voulez, toutes les innovations ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de... Pardonnez-moi du mot trivial, mais il y a beaucoup de déchets. Là, celle-là, je crois que c'est une innovation qui... notamment, lorsque j'ai fait cette étude pour le ministre en 2019, j'ai constaté que c'était peut-être une question de temps, mais que c'était, à mon avis, relativement incontournable. Et que, donc, c'était dans l'intérêt de tout le monde d'avancer. Alors, il faut calibrer le rythme, il faut calibrer aussi les modalités, mais l'objectif m'est apparu assez clair. Et donc, quand on a des difficultés à court terme, l'une des solutions, c'est de monter d'un cran, encore une fois, et de reparler de l'objectif. Et dire, OK, si on compromet sur cette modalité aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas bonne, auquel cas on la change, faites-moi une proposition. Si, en revanche, c'est une question de temps parce que ça demande des efforts pour la mettre en œuvre, combien de temps ? Il faut toujours rentrer dans le... Quand il y a une opposition, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, ça demande beaucoup d'efforts et les jours n'ont que 24 heures. Mais j'aime bien que les gens offrent des solutions. Je trouve, ou que dans le dialogue, on établisse ensemble une solution. Je trouve curieux les oppositions systématiques et les critiques empreintes d'une négativité qui porte rien. Voilà. Mais je suis malheureusement un optimiste et je suis un peu idéaliste. Très bien. Ok, donc là, ça explique bien. Il y a un point commun, j'ai l'impression, entre le début de ce que vous décrivez sur Mazars et là, ce que vous faites maintenant à l'EFRAG, mais d'avoir une idée forte et après de prendre le temps et d'avoir la ténacité, de la développer dans le temps. Enfin, dans les deux cas, je trouve que
C'est la même chose que vous avez décrit finalement. Alors, je crois beaucoup, curieusement, je crois beaucoup à l'enrichissement progressif, mais je crois aussi qu'on a quelques caractéristiques fondamentales. Bon, vous avez peut-être mis le doigt sur une. Est-ce que maintenant on pourrait... là, c'était pour comprendre un petit peu votre parcours et la façon dont ça s'était passé. Sur le sujet de ce qu'on appelait effectivement l'extra-financier à une époque, ce qu'on appelle la durabilité aujourd'hui. Là, il y a des premiers jeux de normes qui sont sortis, qui sont suivis par certains spécialistes du sujet, peut-être à l'heure actuelle, qui les commentent. Pour l'expert comptable lambda, sans que ce soit du tout une critique, mais l'expert comptable qui a un panier, un portefeuille client de TPE, PME, qu'est-ce qu'on peut lui dire sur ce qui s'annonce dans les années à venir? Parce que là, il entend parler peut-être de taxonomie, de réglementation. Ça peut lui paraître abstrait. Quel message on peut lui envoyer? J'ai donc été moi-même expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, je dirais que je vais le mettre au niveau le plus général possible. C'est un service que les professionnels comptables doivent considérer, non pas comme quelque chose de marginal, petit produit en plus, je simplifie, et surtout pas sous l'angle marchand. Quand je dis surtout pas, je veux dire d'en faire juste un petit truc qu'on rajoute, dans une vision strictement commerciale. Je pense que mes anciens confrères doivent considérer que c'est un pan nouveau de leurs activités qui s'ouvre, qui est fondamental pour les entreprises et qui est assez conforme, sous réserve d'adaptation bien sûr, à leur vocation de service. Parce que, à tort, on considère que c'est une affaire de grandes entreprises. Bon alors, si on dit ça, on va limiter ça aux grands cabinets d'audit qui vont, eux, donner de l'assurance sur ces choses-là, du conseil et de l'assurance sur ces choses-là pour des grands groupes. Et puis, l'expert comptable qui traite des portefeuilles d'entreprises plus PME ou grosses PME, pas pour moi. Non, c'est complètement faux. Alors, certes, il faut déjà faire un distinguo. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés sont dans le périmètre. Toutes les sociétés cotées, même en dessous de 250, sont dans le périmètre. Alors, on me dira, il y a des gens qui ont pas ces entreprises-là dans leur portefeuille. Très bien. EFRAG, à la demande en accord avec la Commission et à sa demande, est en train de développer un standard simplifié pour les PME. Alors, est-ce que ça visera la TPE? Je ne suis pas sûr, parce que là, ça devient trop. Mais en revanche, tout le tissu des PME en dessous de 250 salariés, qui peuvent d'ailleurs demain passer au-delà de 250 salariés, est concerné pour trois raisons. La première, c'est que la durabilité est un élément du bon management d'une entreprise. On se situe dans une perspective à moyen et long terme. On essaie d'éviter les risques, les impacts, les risques alliés, les autres risques, et on essaie de développer des opportunités. Excusez-moi, là-dessus, donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y croire, entre guillemets? Enfin, je caricature peut-être un peu, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une conviction personnelle sur les conditions climatiques, l'écologie? Ne serait-ce que pour un intérêt de l'entreprise, il faut le faire, c'est ça? Ah ben moi je suis convaincu. Je suis convaincu également. J'aurais dû dire 4 raisons. La première, c'est que donc on décide mieux, on gère mieux l'entreprise. La deuxième, c'est qu'on la valorise. Parce que je pense que les entreprises qui ne se préoccuperont pas des transitions qui sont en cours et d'être dans le mouvement vont se dévaloriser. Or, en fait, pour beaucoup de chefs d'entreprise, la valeur de l'entreprise, c'est quand même son fonds de retraite, si j'ose dire, de patrimoine, etc. Et il n'y a rien de choquant à cela. Donc, attention, ne dévalorisez pas votre entreprise. La troisième raison, c'est que si vous êtes en relation avec vos donneurs d'ordre en amont ou en aval, ils vont vous demander de l'information. Et vous allez être pris de court. Si vous voulez garder vos relations économiques avec les autres entreprises qui elles-mêmes ont à donner des informations sur la chaîne de valeur, donc sur vous, PME, même si
c'est prudent, c'est modéré, c'est pas excessif, mais on sait comment ça peut déraper. Vous pouvez vous trouver exclu de cet amont ou de cet aval, ce qui n'est quand même pas une bonne idée. Et la quatrième raison, c'est que les transitions peuvent coûter cher, le développement coûte cher, donc il faut se mettre en position de pouvoir solliciter les institutions financières en prêt ou en investissement. Et ça, les banques, les assurances, les asset managers, ils vont vous demander fondamentalement des informations. Donc, je ne sais pas si je suis convaincant, mais j'invite vraiment les experts comptables à considérer que ce n'est pas du tout une anecdote que la durabilité, que d'ailleurs c'est un facteur à mon avis qui sera un facteur de... Alors là on peut être un peu, entre guillemets, là aussi donner des justifications qui touchent au développement même du cabinet d'expertise. Je pense que ceux qui ne feront pas l'investissement seront marginalisés. J'avais une autre question sur le fond. Là on parle de... Donc au départ le terme c'était extra-financier, on parle de la deuxième jambe que vous évoquiez. Sur la première jambe, il y a tout un courant de pensée qui veut intégrer dans la comptabilité des éléments environnementaux. Comment est-ce que vous jugez cette autre approche ? Est-ce qu'il faut laisser le financier purement financier et développer la deuxième jambe que vous évoquiez ? Ou est-ce qu'il faut intégrer d'autres facteurs dans la comptabilité financière ? J'ai une vision personnelle qui, je crois d'ailleurs, est reflétée. Enfin, il se trouve qu'il y a une convergence avec ce qui est expliqué ce qui est organisé par la CSRD. Je pense que c'est une assez mauvaise idée que de changer le cadre conceptuel de l'information financière, qui a un objet, qui a des concepts qui correspondent à son objet, et c'est ce qui en fait la valeur. Alors, si vous voulez, je prends un exemple. Non, pardon, les concepts de l'information financière auxquels je fais allusion peut-être un instant, ce sont les concepts de contrôle des actifs. Contrôle des actifs, par exemple, on ne valorise pas le capital humain. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs ont deux jambes et ils peuvent partir, tant qu'ils ne sont pas esclavagisés, etc. Bon, on a quand même aboli l'esclavage. Bon, ce qui est bien. Il y a aussi des questions de probabilité. C'est-à-dire qu'on ne constate un passif que lorsqu'il y a une sortie un flux de sortie de cash probable, ou une obligation ou une probabilité élevée. Ça, c'est bien, parce que ça correspond à ce qu'on cherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais recevoir et en monétaire, et qu'est-ce que je vais devoir donner, les flux, outflows, inflows. C'est très précieux, mais en revanche, c'est limité. Alors maintenant, faut-il, dans la sustainability, la durabilité commence là où le financier s'arrête. Faut-il changer les frontières ? Je ne suis pas de cet avis-là. Je prends un exemple. On peut très bien dire que les gaz à effet de serre, j'envoie des tonnes de carbone dans l'atmosphère. En fait, c'est pas bien parce que ça coûte, je dis n'importe quoi, les gens vont jusqu'à $300 la tonne. Donc voilà, je fais tant de tonnes multiplié par $300. J'ai créé une sorte d'externalité négative qui est vraie à hauteur de tonnes multipliées par $300. Ça, c'est une information très importante. Mais de là à en faire un passif, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que c'est un passif qui n'est payé à personne. Il ne sera pas payé. Donc c'est un faux passif. Et donc on donne l'impression qu'on a résolu le problème alors qu'on n'a rien résolu du tout. En fait, le vrai sujet, c'est de faire les investissements. Alors s'il y a une taxation carbone, très bien. Ça, c'est une décision politique. Peut-être faut-il la prendre. Sinon, est-ce que je vais devoir, moi, réduire mes émissions ? Oui. Comment est-ce que ça va se traduire ? Par des changements de coûts, par des investissements CAPEX, par des interdictions de certains produits ou de certains procédés. Donc tout ça, ça permet une évolution, mais brutalement constater un passif, je suis prudent, très prudent, ce qui veut, très réservé.
L'EFRAG travaille sur ces questions de durabilité et de reporting de durabilité au niveau européen. On sait qu'il y a aussi l'ISSB aux États-Unis qui travaille sur ces sujets avec une portée internationale dans le cadre cette fois de l'IFRS. Comment est-ce que ça se passe entre l'EFRAG et l'ISSB et à quel point est-ce que vous parlez et vous coordonnez? Là, si vous voulez, il y a un dialogue extrêmement régulier qui est très technique, donc c'est la base. Et pour nous, Européens, nous avons deux objectifs en fait. Le premier, c'est d'intégrer ce que dans ces concepts, l'ISSB a conçu, que l'on appelle la Global Baseline, la plateforme de base, et d'aider l'ISSB à la diffuser internationalement. Parce qu'on parle souvent du dialogue parfois robuste entre l'ISSB et l'Europe, mais il ne faut pas se tromper, l'Europe est très en soutien et par ailleurs a appuyé très fortement la démarche internationale et continue de le faire. Donc nous sommes particulièrement attachés à ça. La conséquence, qui est le point 2, c'est qu'aujourd'hui, sur la base de ce que je vois techniquement, une entreprise qui appliquera les ESRS, donc les standards européens, sera aussi en compliance, comme on dit, en conformité avec l'ISSB, notamment sur le climat. Et donc, j'adjure tout le monde, et au nom du bon sens, d'éviter un double reporting. Nous sommes confrontés à une marche à franchir, une étape à franchir, qui n'est pas petite, que l'on a calibrée, mais qui reste quand même un peu exigeante, et qui implique une gestion de projet. S'il faut le surcompliquer par un rapport SRS, puis un rapport ISSB, puis un rapport GRI, etc., je pense qu'on va perdre tout le monde et que c'est une mauvaise idée. Donc je milite en faveur de l'interopérabilité simple, y compris dans la partie digitale, numérisation. Dans notre public, on a beaucoup de jeunes experts comptables ou de futurs experts comptables, et on sent vraiment qu'il y a un intérêt pour ces sujets de durabilité. Quelqu'un qui s'intéresserait à ces sujets et qui voudrait avoir un exercice professionnel un peu engagé sur ces questions, quel conseil vous lui donneriez à l'heure actuelle? Vous savez, comme toujours, je pense qu'il faut s'intéresser intellectuellement à la chose, bien comprendre, pas être simplement dans l'émotionnel ou le niveau engagement général. Je pense que c'est un sujet qui est technique, donc, et comme les experts comptables ou les futurs jeunes experts comptables sont des gens qui ont une vocation technique, il faut qu'ils commencent par regarder de près. Pour moi, le point d'entrée serait de suivre les ESRS, déjà de les lire, de lire la CSRD. Alors, elle n'est pas facile de lecture parce que elle amende des textes, donc c'est pas très pratique et il faut être un peu rompu. Mais il y a quand même beaucoup d'ouvrages de vulgarisation. Là, les ordres professionnels font beaucoup d'efforts à cet égard. Et puis après, il faut regarder les standards et essayer de se poser la question. Et pour ceux qui travaillent plutôt sur le monde des PME, qu'ils suivent les travaux sur les PME. Ok, merci beaucoup. Bon, mais c'est parfait. C'est très clair. Merci. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cet entretien. C'était très intéressant. Cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de partir, je vous invite à vous y abonner. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous permettra de le faire connaître au plus grand nombre. À bientôt dans 2 premières ordres.